Salut à tous, et voilà, enfin on sort notre vidéo FAQ, donc on va enfin répondre à vos questions. Alors, on a mis un petit peu de temps pour faire cette vidéo parce qu'on a vraiment un rythme très soutenu, donc on n'a pas trouvé le temps à chaque fois de se poser un petit peu pour répondre à toutes vos questions, parce qu'on en a eu quand même pas mal. Donc là on est à l'île Maurice, on est au chaud, il fait vraiment très chaud, il fait au moins 35 degrés là. Donc on va dégouliner tout le long de la vidéo, mais c'est pas grave. Et on va essayer de donc répondre à vos questions en espérant être le plus précis possible. Et en étant aussi un peu succinct parce qu'on a qu'une heure devant nous parce qu'il y a le flan qui est en train de cuire. Ouais, on en profite pour faire de la cuisine ici parce qu'on a une petite location d'une petite maison. Bon, c'est une grande villa. Et on profite pour faire à manger des gâteaux, des flans, des trucs qu'on n'a pas eu depuis qu'on est parti. Parce que ça nous manquait un peu. Bon bref, vous en foutez, donc on va répondre aux questions. Alors on va recommencer par la première question. Alors c'est... vas-y. Donc c'est Zephyros Games qui nous demande ma question serait pour l'instant quels sont vos endroits préférés? Bon, c'est dur à dire, hein. Il y en a plein, parce que là ça fait quand même un moment qu'on est parti. Ça fait 6 mois déjà qu'on est en vadrouille, donc autant vous dire que des endroits qu'on a aimés, il y en a quand même pas mal. Je sais pas, est-ce qu'on pourrait en trouver un comme ça au hasard, le premier qui te vient là? Moi je parlerais plus facilement en termes de pays. Personnellement, les pays qui m'ont le plus marqué, c'est la Mongolie, qui était vraiment un gros coup de cœur. La Mongolie, c'est juste la steppe partout, c'est désert, et il y a juste des paysages magnifiques et surtout des habitants, pour le coup, qui ont le cœur sur la main. Donc, trop gentil, ouais. Ouais, donc moi je dirais la Mongolie et la Birmanie. Ouais, moi ce serait la Birmanie, ouais. Un peu les mêmes raisons pour la Mongolie, pour les gens, parce qu'ils sont adorables, super accueillants, c'est grandiose. Et puis parce que tout le monde le dit, hein, c'est authentique, machin, parce que c'est encore peu touristique pour l'instant. On leur souhaite pas de rester aussi authentique trop longtemps parce que ça veut dire qu'ils n'auront pas assez de touristes et donc ils vont pas gagner assez d'argent, mais franchement la Birmanie pour l'instant c'est mon coup de cœur à moi perso avec la Mongolie. Je pense qu'on est un peu d'accord, c'est les deux pays un peu coup de cœur. Mais on a aussi beaucoup aimé le Vietnam, on sort du Vietnam. Et ouais, pareil, on a beaucoup aimé le Vietnam, pareil, on a trouvé que les Vietnamiens étaient super sympas, les paysages de fou aussi. Donc, Bon, en fait on a plein d'endroits préférés, on en a plein en Cambodge aussi, on en a quelques-uns au Laos, on en a en Corée du Sud, enfin bon, il y en a trop, Si on devait en citer des endroits préférés, on dirait le désert de Gobi en Mongolie, c'est quand même assez hallucinant. Et Miaou en Birmanie. Ouais, Miaou en Birmanie. Et Bagan quand même, bien sûr, Bagan. Et les tombes d'Angkor aussi qui étaient juste magnifiques. Ouais. Et puis on va s'arrêter là parce qu'on a dit qu'on allait répondre succinctement, mais là on est parti pour dire tout ce qu'on a adoré. Donc voilà, donc non, en gros on a plein d'endroits préférés. Alors, prochaine question. Alors on le fait en live, hein, on n'a rien préparé, donc on met un peu de temps à trouver, on verra si on coupe. Ouais. D'accord. Alors, nanana. Vas-y, lis, parce que moi je vois rien. Alors, question de Selmo71. Y a-t-il quelque chose qui vous manque le plus? À part la bouffe, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui te manque le plus, Léo? À part la bouffe, qu'est-ce qui me manque le plus à part la bouffe? Donc, à part le fromage. Comme d'hab, enfin la famille et les amis, quoi. Parce que bon, c'est sûr qu'on voyage que tous les deux, on rencontre parfois des potes ou des compagnons de voyage, mais bon, la famille et les amis sont loin. Donc, moi, c'est ce qui me manque le plus. Ouais, pareil, ce qui me manque le plus, c'est bien sûr les proches. Ce qui me manque le plus aussi, c'est parfois mon petit confort, mine de rien. Parfois c'est un peu difficile de pas avoir, surtout que moi j'aime bien m'apprêter, de pas avoir des habits sympas, de pas avoir un peu de maquillage, avoir aussi les facilités, c'est-à-dire savoir où tu vas aller faire tes courses, savoir où tu vas aller manger au resto parce que tu as tes petites habitudes de vie tout simplement. Ça parfois ça me manque un petit peu en voyage. Ouais. Alors ensuite, donc toujours Selmo71, je suis également d'autres voyageurs autour du monde, en avez-vous rencontré? Alors qui on a rencontré Enzo déjà, on lui fait un gros coucou. Donc Enzo qui est aussi un autre youtubeur, hein. On mettra sa petite page quelque part encore pour lui faire de la pub parce qu'il en a besoin, il fait des trucs hyper sympas. C'est ça. Alors Enzo c'est pas le premier voyageur qu'on a rencontré. Mais ouais, Enzo, ça restera bien sûr notre rencontre, on va dire, de ce tour du monde. On se suivait depuis le début de son tour du monde à lui, à l'époque où il n'avait que très peu d'abonnés. Hein, Enzo, tu n'étais pas encore youtubeur professionnel. Donc voilà, on a commencé à se parler quand t'as vu, je sais pas, peut-être une vingtaine d'abonnés. Donc c'était assez marrant. Ensuite, après, on est parti nous en tour du monde et on s'était dit avec Enzo que le jour où on serait dans le même pays, on essaierait de se capter, ce qu'on a fait et c'était vraiment très sympa. Ouais, c'était chouette. Tu connais certainement les premiers qu'on a rencontrés, c'était Humans Abroad qu'on a croisé dans le Transsibérien. Alors pour le coup, on s'est vraiment parlé 10 minutes, hein, mais voilà, c'est les premiers qu'on a... On devait se retrouver, mais on s'est jamais retrouvé. On s'est perdu dans le désert, le désert russe.
c'est les premiers qu'on a rencontrés. Ensuite, on a croisé une famille en Birmanie, famille Global Exchange, pardon. Pareil, on les a croisés assez régulièrement en Birmanie. On n'a pas pour autant partagé le chemin avec eux, mais on les a croisés régulièrement. C'est vrai, c'est une petite famille, donc ils sont donc un couple avec 3 enfants. Ouais. Ils font un bon tour du monde avec le principe des échanges de maison. C'est ça, donc c'est hyper original. Ouais, c'était assez donc on sympa. leur fait un coucou si jamais ils regardent la vidéo également. Qui on a croisé d'autres? On a dîné avec Nouveau Monde à Chiang Mai, qui sont expatriés là-bas. Et on a dîné aussi avec les Gros Sacs, si vous les connaissez. Voilà. On a dîné avec eux, c'était... Oula, j'ai un peu de mal à... Au Vietnam, à Hanoï. Hanoï, voilà, c'est ça, au Vietnam. Voilà, ça c'est pour en gros les voyageurs qui ont des sites internet, des blogs, que vous êtes susceptibles de rencontrer si vous vous intéressez un petit peu au voyage. On mettra tous les liens dans la description pour ceux qui les connaissent pas. Mais voilà, puis après il y a tous les autres voyageurs qui n'ont pas forcément de blog et tout qu'on a rencontrés sur la route parce que forcément on en rencontre tous les jours. C'est ça. Oula, Anthony, tu t'es lâché. Hein. Alors, Anthony, quel est votre meilleur spot, paysage, restaurant, hôtel, monument, activité pour chacun des pays réalisés jusqu'à aujourd'hui? Et inversement, le pire que vous ayez eu? Waouh, alors ça va être, on pourrait faire une vidéo rien que pour y répondre. Compliqué. On va mettre. Meilleur spot paysage, bon allez, on va essayer de le faire comme ça. Russie. Meilleur spot. Moi, ce qui m'aura marqué, c'est Saint-Pétersbourg, la ville en Russie qui m'aura marqué. Ouais. Ou le lac Baïkal aussi, quand on est passé devant. Pendant le transsibérien. En Mongolie, moi je citerai le désert de Gobi. Ensuite, Corée du Sud, un spot en particulier qui m'a marqué, j'en ai pas personnellement. En Corée du Sud, c'était un peu tous les temples. J'aurais pas un spot en particulier. Ensuite, en Birmanie, je dirais Bagan. Miaou pour moi, Miaou. Ensuite, on est où? Au Laos, les grottes de Konglor. Non, Thaïlande. Thaïlande. Moi, je dirais le Temple Blanc à Chiang Rai. Ouais, pareil. Ou le Temple d'Argent aussi. Ah oui, le Temple d'Argent. Un bon spot. Très sympa. Bien inattendu. Et ensuite, Laos. Donc les grottes de Konglor. Ouais, la grotte de Konglor. Oufissime. Au Cambodge, Cambodge, les temples d'Angkor. Les temples d'Angkor. Ensuite, le Vietnam. Ça, faut pas dire, parce que vous les verrez en vidéo. Ouais, on s'avance un petit peu et vous verrez. On va pas dire. Et puis après, hôtel, monument, activité. Il y a trop de choses à dire. On va dire le pire hôtel, si on peut quand même dire le pire hôtel, c'était au Rocher d'Or en Birmanie. Alors, on n'en a pas parlé dans nos vidéos, c'est vrai, on aurait pu. On avait une souris dans la chambre, donc voilà, c'était très sympathique. Mais s'il y avait que ça, c'était pas mal. Si c'était que ça va. Mais... À l'hôtel, c'était vraiment un bidonville, un taudis sur pattes. La limite de l'insalubrité. 4 planches et entre les toiles d'araignée partout, l'espèce de frelon dans la chambre aussi, c'était sympathique. Et la souris, qui a ravagé notre sac de bouffe. Ouais, non, c'était assez épique. Le pire hôtel, certainement. Comment procédez-vous? C'est toujours Anthony. Anthony toujours Anthony, il était hyper intéressé là. Comment procédez-vous pour les réservations d'hôtels? Via Booking et si oui, combien de temps à l'avance ou sur place? En fait, ça dépend des pays. Il y a des pays où on sait que sur place c'est beaucoup moins cher que sur Booking, donc on fait un premier repérage sur le site internet pour savoir un petit peu où l'hôtel est placé, un petit peu quel budget on risque de s'attendre pour éviter d'arriver dans une ville qu'on connaît pas et de faire tous les hôtels à l'arrache, quoi. Donc des fois on repère comme ça et donc on voit directement sur place avec le mec qui gère l'hôtel pour avoir le bas prix. Et puis il y a d'autres pays où le prix sur Booking est le même que quand on négocie sur place. Donc là on s'embêtait pas en réserver directement sur Booking. En plus c'est bien parce qu'en plus sur Booking on peut avoir l'annulation gratuite. Donc au moins on avait une sécurité d'être sûr d'avoir une chambre d'hôtel quand on arrive. Et puis si jamais la chambre nous plaisait pas ou si jamais on avait des soucis pour les transports, on annulait la chambre d'hôtel et on trouve sur place, quoi. Et on utilisait aussi un peu Agoda. Ouais, un petit peu Agoda en Asie, ça marche pas mal. Ouais. Non, ce qu'il faut retenir, c'est que ça dépend vraiment des pays. Il y a des pays comme au Laos où on n'a jamais rien réservé. Parce que c'était beaucoup moins cher une fois que tu te pointais sur place. Et il y a d'autres pays comme le Vietnam où on a la plupart du temps réservé la veille pour le lendemain parce qu'on était à une période où les hôtels étaient blindés, donc c'était difficile de trouver une chambre sur place. Et aussi parce qu'en effet on a tâté le terrain au début et qu'en fait on s'est vite rendu compte que quand on se pointait devant l'hôtel, enfin devant le gars de l'hôtel, il nous faisait pas un meilleur prix que sur Booking. Donc en fait on n'a pas voulu se casser la tête. Voilà. Mais ça dépend bien sûr des pays. Comment faites-vous pour minimiser les frais bancaires? Accord avec votre banque? Retirez-vous du liquide qu'une ou deux fois pour chaque pays? Et que faites-vous de la monnaie qui vous reste du pays si vous n'avez pas tout dépensé? Alors, comment on fait? Comme on l'explique sur notre petit blog pour ceux qui y sont allés, on a, avant de partir, on a commandé une carte sur un site internet qui s'appelle Revolut. Donc en fait, ils nous fournissent une carte, c'est une carte de débit. En fait on met de l'argent sur cette carte bancaire et ensuite on peut retirer à l'étranger sans frais. Alors c'était sans frais jusqu'à 650 € jusqu'à ce qu'on parte, mais en février ils ont changé et c'est sans frais jusqu'à 200 €. Donc là c'est un petit peu plus limité, mais ce qu'il y a de bien c'est qu'on peut payer sans frais aussi. Donc en gros on essaie de payer au maximum avec la carte bancaire
Et pour les retraits, après on joue des coudes, c'est-à-dire qu'on essaie toujours de retirer au maximum de la somme sans frais. Et après, on se débrouille, on essaie de retirer la somme pile poil qu'il nous faut pour finir le voyage. Et puis c'est comme ça qu'on utilise, puis on change un petit peu d'argent, de temps en temps on arrive à avoir des euros. Quand il y a des amis qui nous viennent, on leur demande de nous ramener du cash. Et puis on échange comme ça, et donc vraiment on utilise le maximum Revolut, et nos cartes bancaires personnelles de nos propres banques, et c'est là on les utilise le moins possible, elles sont là au cas où. Au Lakiné par exemple, on n'avait pas réussi à retirer, donc j'ai retiré avec ma carte BNP, mais c'est vrai qu'en général on essaye de retirer avec notre carte Revolut. Et pour les paiements sont gratuits, il n'y a pas de frais de paiement. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise vraiment le plus souvent possible. Dès qu'on peut, on paye avec notre carte bancaire, parce que vraiment là on n'a pas de frais, on n'a pas de commission, on n'a rien, donc c'est vraiment pratique. Et qu'est-ce qu'on fait de la monnaie qui nous reste? On essaie justement qu'il nous en reste pas. Et quand il en reste un peu, oui, en effet, on essaie de la changer. Alors, il faut faire attention de ne pas se faire avoir et essayer de la changer avant de passer la frontière terrestre plutôt qu'après. Parce que là, par contre, tu te fais un peu avoir sur le taux de change. Alors, Aurélie Normand qui nous demande, je me demandais si c'était toujours la parfaite cohésion entre vous, comme le laissent penser vos vidéos. Ou s'il est parfois difficile, notamment, de s'entendre sur l'activité à faire ou autre. Elle dit que elle, par exemple, voyager seule lui fait un petit peu peur, qu'avec toutes les vidéos, elle a remarqué que jusqu'à présent, les gens commençaient à voyager seuls, mais voyager à deux est un risque à prendre si jamais nos opinions divergent au cours du voyage. Alors est-ce que c'est facile? Évidemment, c'est absolument parfait. Alors Aurélie, on va pas te cacher que non, c'est pas toujours évident, comme à la maison, un couple parfois ça s'engueule. Donc oui, c'est pareil en tour du monde, et même parfois davantage parce que y a des facteurs qui sont, les conditions, contrairement à ce qu'on pense, peuvent être plus difficiles parce que t'es pas chez toi, t'es pas dans ton confort, t'es pas dans tes habitudes. Donc parfois le moins de petites contrariétés peut vite dégénérer, c'est-à-dire juste chercher une chambre d'hôtel à pas d'heure, ou alors il fait 35 degrés, t'as chaud, tu portes tes sacs, vite tu peux plus facilement t'énerver que si t'étais dans ton canapé chez toi à Paris. Donc c'est sûr que parfois c'est pas toujours la cohésion 24 heures sur 24, mais non, après il faut arriver un petit peu à relativiser et oui c'est ça, et arriver un petit peu à, je sais pas comment dire, à remotiver l'autre quand parfois l'autre a un coup de moins bien, et ne pas faire en sorte que la petite contrariété prenne de trop grandes ampleurs, même si c'est pas toujours évident, c'est certain. Après, pour les activités, en général, on se pousse toujours. Ouais, là par contre, on n'a pas trop de soucis. On est toujours d'accord sur ce qu'on va faire, sur là où on va aller. Là, il y a juste une fois où je voulais faire une petite balade dans les arbres à coups de acrobranche, zipline, etc. Et là, Marine, elle a pas voulu. Mais c'est vrai qu'en général, on est plutôt pareil, on n'est pas très musée tous les deux, donc c'est pas comme si t'en avais un qui voulait se taper un musée avec des œuvres d'art partout. Nous, on n'aime pas ça tous les deux, donc du coup, c'est vrai que c'est facile. On fait pas de plongée tous les deux, donc là, pareil, c'est vrai que c'est facile. Donc voilà, on se retrouve plutôt pas mal sur nos activités qu'on a envie de faire, donc pour ça, c'est plus pratique, on va dire. Alors, Pauline qui nous demande: avez-vous pris un billet tour du monde ou achetez-vous vos billets au fur et à mesure? On a fait un petit mix, c'est-à-dire qu'on voulait prendre nos billets au fur et à mesure. Partir, juste prendre le premier billet et ensuite on verra vraiment sur place en fonction des envies. Il y a juste qu'on avait dans l'idée de faire absolument la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, l'île de Pâques avant d'arriver en Amérique du Sud. Et on savait que ces liaisons étaient déjà peu nombreuses. Il n'y en avait pas tous les jours, c'était hebdomadaire, et pour aller sur l'île de Pâques, il n'y avait même qu'une seule compagnie qui y allait. Donc cela, on avait voulu assurer le coup. Donc avant de partir, on a réservé nos vols. Donc on a déjà nos dates. Donc on est vraiment bloqué un petit peu à cause de ces dates, mais vraiment on voulait jouer la sécurité parce qu'en sachant qu'il n'y avait qu'une seule compagnie, on aurait pu être vraiment bloqué avec pas du tout de billets pour aller sur l'île de Pâques par exemple. Donc c'est les seuls billets qu'on a pris avant de partir, et sinon tout le reste on fait au fur et à mesure. Faut le savoir, quand on fait un tour du monde, il y a toujours des imprévus. Si jamais vous nous regardez et que vous préparez un tour du monde également, vous allez lire partout qu'il y a des imprévus, des changements de plan, mais c'est vraiment vrai quoi. Donc c'est pour ça qu'avoir des billets tour du monde, c'est vraiment dommage parce que ça vous bloque complètement dans ce que vous allez faire. Et nous, rien que d'avoir des petits billets d'avion en plein milieu de notre voyage, ça nous saoule un peu parce que finalement on se retrouve avec des dates fixes, et ça c'est vraiment, on se sent beaucoup moins libre quoi. Donc des imprévus, il y en a, mais tous les jours. C'est un peu ça. Mais ça fait partie du voyage, c'est aussi ce qui est sympa, de ne pas avoir une ligne de conduite du début jusqu'à la fin. Alors, Léonie Boumard, est-ce que les voyages en bus sont plus rentables et rapides et confortables que les voyages en train? Alors, on pourra pas trop répondre parce qu'on n'a pas pris le train. On n'a pas pris le train, sauf le transsibérien en Russie. Oui. Mais sinon, comment oublier le transsibérien?
Oui, non, c'est vrai qu'on a peu pris le train à part en Russie. On sera peut-être amené à le prendre au Sri Lanka et encore que faut qu'on voit si on loue un tuk-tuk ou si on voyage par nous-mêmes. Mais pour le moment, non, on n'a pas trop pris le train. Mais est-ce que c'est plus rentable je crois que c'est kiff-kiff par rapport au bus dans la plupart des pays qu'on a fait. Plus rapide, pareil, c'est plus rapide, c'est toujours tout droit, il s'arrête rarement. Confortable, je pense que c'est plus confortable parce que les bus, ça tourne dans tous les sens, il fait chaud, il fait froid, la clim, c'est n'importe quoi. Mais le seul problème des trains, c'est que il y en a dans la plupart des pays qu'on a fait, il y en a beaucoup moins. Donc en fait, on est vachement moins flexible. Et nous, ce qu'on voulait, c'était de la liberté, de la flexibilité. Et là, pour les bus, par contre, ça dépasse tout parce qu'il y en a toutes les heures. On peut s'arrêter quand on veut, machin. Donc voilà. C'est vrai qu'on avait failli en prendre au Vietnam, mais ouais, on n'en avait pas pris justement parce qu'il y en avait que 2 ou 3 par jour et que c'est vrai que les bus, en effet, comme tu dis, on a toutes les heures. Donc voilà, c'est plus pratique. Faut absolument aller à une horaire pile poil, etc. Nous, on aime bien prendre le bus, au dernier moment, juste avant de partir. C'est ça. C'est quand même plus pratique. Lolo, quel est votre logiciel de montage photo et vidéo? Alors ça, c'est une question qu'on nous pose énormément. Le logiciel de montage photo, on n'en a pas. On ne retouche pas nos photos à part sur Instagram rapidement avec des filtres que tout le monde connaît. Et le logiciel vidéo, on a le même depuis le début. Donc c'est le logiciel iMovie qu'on a sur Mac, qui est gratuit et qui pour le coup est quand même plutôt pas mal. En tout cas, nous on est amateurs, donc ça nous semble plutôt pas mal. Alors, question de John Bones Jones. Vous faites tout ensemble, vous n'avez pas envie d'être seul parfois? Est-ce qu'on a envie d'être seul parfois? Non. Non, on est très bien tous les deux, même si on se prend la tête. Je pouvais pas partir sans Marine après une prise de tête, donc non. Ouais, et puis blague à part, moi personnellement j'aime pas trop quand Léo part seul pour des conneries, il a même juste retiré de l'argent et moi je reste à l'hôtel. C'est vrai qu'on est quand même dans un pays étranger. Voilà, si jamais, je sais pas, moi j'ai une connerie, mais à se faire renverser par une voiture, je sais pas, enfin bref. Kidnapper, je vais me faire non mais kidnapper. voilà, je suis pas très rassurée, en général on a tendance à rester tous les deux et s'il y en a un qui part même juste pour retirer de l'argent, mine de rien, j'attends quand même qu'il revienne, etc. Enfin c'est pas comme à Paris quand il va acheter une baguette de pain, alors c'est peut-être un peu con, mais tu t'inquiètes pas de la même manière quand t'es à l'étranger, de quand t'es chez toi, voilà. Bon, après c'est peut-être moi aussi. Alors, toujours Jones Bones, est-ce que vous avez parfois des envies de rentrer ou au contraire, aimeriez-vous rester vivre dans certains pays que vous traversez? Alors, est-ce qu'on a envie de rentrer? Pour l'instant, non. Pour toi non plus? Non, alors après, j'ai eu des moments où c'était plus difficile que d'autres. Surtout au début. Ouais, notamment au début. C'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à faire le deuil de mon pays, de ma famille, etc. De ton confort? C'est ça. Notamment le transsibérien. Alors, j'étais vraiment pas bien dans le transsibérien. Le début de la Mongolie aussi. Enfin, je pense que j'ai mis à peu près 1 mois pour accepter, on va dire, le fait de ne plus être chez moi, de ne plus avoir mes proches à 5 minutes de chez moi, etc. Donc là, je dirais qu'au début c'était assez difficile et clairement, il y avait des moments où je me disais mais pourquoi t'es là pourquoi t'es là clairement, t'es complètement folle ma pauvre fille. Donc ouais, ça m'arrivait quand même au début. Depuis, non, je veux dire moi, après oui, on a tous des coups de mou, de temps en temps ça arrive, je pense, moi certainement plus que pour Léo. Donc oui, il y a des moments plus difficiles que d'autres. Après là, avoir envie de rentrer, non. Et limite parfois on aurait envie d'avoir beaucoup plus de temps devant nous pour pouvoir continuer le petit tour du globe, faire d'autres pays encore qu'on n'avait pas prévu. Ouais, c'est vrai qu'à d'autres moments on a envie limite Enzo justement qui a je sais pas combien d'années devant lui pour voyager, qui est vraiment en slow travel, etc. Ouais, parfois ça donne envie aussi. C'est vrai qu'au début on n'était pas du tout parti dans cette optique là, mais il y a des fois clairement où on n'a pas forcément envie de rentrer pour retrouver une routine parisienne. Voilà. Une question, est-ce qu'on voulait s'installer dans un certain pays que nous avons traversé? Peut-être la Thaïlande? Ouais, c'est peut-être le pays. Si vraiment pour l'instant, s'il fallait choisir un pays pour s'arrêter parce que le président qui sera élu sera catastrophique et on ne voudra pas rentrer en France, pour l'instant, de celui qu'on a visité, je pense que ce serait la Thaïlande qui allie confort, qualité de vie, vie pas chère, des choses à voir, voilà. Après, on avait une petite aussi envie par rapport aux îles, on passe notamment à la Polynésie française ou la Nouvelle-Ca, on n'y a pas encore été, mais c'est vrai que c'était des îles un petit peu qu'on miroitait et qui nous donnaient envie peut-être un jour pour aller s'expatrier 1 an ou 2, voilà. On refera une FAQ après avoir visité les îles pour savoir si on aimerait y habiter ou pas. Toujours John Bones Jones, l'humidité de certains pays ne détériore-t-elle pas vos objets électroniques? Eh bien... Pour l'instant non. Pour l'instant non, on croise les doigts. Non, c'est vrai on a de la chance. Après, est-ce que c'est qu'on est très soigneux de nos affaires? On y fait attention quand même. On y fait quand même attention. Mais pour l'instant, tous les appareils fonctionnent. Alors le caméscope, de temps en temps, il nous fait des petits bugs. On pense que c'est dû à la chaleur, mais ça dure jamais trop longtemps. Et on fait des reboots là, on le remet à zéro et en général derrière ça se passe Mais sinon, non, pour l'instant, on croise les doigts. On n'a rien perdu, on n'a rien cassé, on n'a rien mouillé. Donc voilà, on croise les doigts. Toria Jeans, comment avez-vous fait pour prendre une sorte d'année sabbatique? Alors... Tu veux répondre? C'est ça. Alors nous, on était fonctionnaires de la fonction publique, on était infirmiers, et quand on est infirmier, on a la chance de pouvoir faire ce qu'on appelle une disponibilité pour convenance personnelle.
C'est-à-dire qu'on demande en gros de ne pas travailler, d'avoir un congé sabbatique sans aucune raison, c'est convenance personnelle. Donc après l'hôpital peut ou pas le refuser, enfin bon, je vais pas vous expliquer toutes les histoires, mais on peut prendre jusqu'à 10 ans. Donc nous on a décidé de prendre 2 ans pour cet été, une bonne petite marge de manœuvre. On pense rentrer plus tôt, mais bon, si jamais on veut continuer à voyager, c'est toujours possible, il faudra juste renvoyer un courrier pour demander une année supplémentaire, 2 années supplémentaires. Donc voilà, c'est la chance qu'on a en étant infirmier et fonctionnaire de la fonction publique. C'est ça, c'est de pouvoir faire une disponibilité, et on est bien chanceux et donc on en profite. Alors, question de Ciela Ricci. Est-ce que l'un de vous a été malade depuis le début de votre tour du monde? Tous les jours, tous les jours. Non, peut-être pas tous les jours, mais moi je suis régulièrement malade du bidou. J'ai régulièrement la fameuse tourista du voyageur et puis plein de petits bobos à droite à gauche. Bah Léo c'est quand même il s'est ouvert le doigt aussi, pareil, vous l'avez pas encore vu, ça va venir bientôt. Attention, t'as vendu la mèche, mais c'est vrai que j'ai fini à l'hôpital parce que je me suis ouvert le doigt. Puis non, mais surtout moi c'est des problèmes digestifs. Alors moi j'ai de la chance, j'ai eu qu'une tourista en Birmanie. La chance. C'est vrai que je suis moins sensible que Léo. Pour le coup je suis une maniaco de l'hygiène, mais je fais vraiment attention à ce que je mange. Genre les crudités j'en ai pas mangé depuis que je suis partie de France, je pense. Alors voilà, je pense que je fais aussi beaucoup plus attention que Léo à ce que je mange et peut-être que c'est aussi un petit peu pour ça. Vous faites des activités tous les jours ou vous prenez aussi des jours de repos pour ne pas être trop fatigué? Eh ben on fait quand même beaucoup d'activités, on bouge beaucoup, on visite beaucoup. Ça nous est arrivé quand même quelques fois de se poser, un petit peu en Thaïlande, un petit peu à la fin du Laos. Un petit peu en Birmanie, une ou deux journées. C'est vrai que quand par exemple on a un bus qui arrive à 14h, le reste de l'après-midi en général on va se poser. Après c'est vrai que c'est très rare qu'on passe une journée... Oula! C'est très rare qu'on passe une journée entière à l'hôtel à ne absolument rien faire. C'est vrai que ça fait pas trop partie de notre... personnalité, je pense clairement, on est en mode on bouge tout le temps, même à Paris, je sais que je déteste rester une journée entière chez moi et ne pas bouger, donc après je pense que ça fait aussi partie de nos habitudes de vie. Mais c'est vrai que parfois on ressent un petit peu le besoin peut-être de calmer un petit peu le jeu, parce que ça fait quand même 6 mois et demi maintenant qu'on vadrouille quotidiennement, donc voilà, faut aussi apprendre un petit peu plus à se poser certains jours. Ouais, et puis il y a aussi le fait que ici, depuis le début, on a beaucoup de visas, donc une date limite avant de devoir partir du pays et on veut vraiment en profiter au maximum. Et peut-être qu'on aura un rythme un petit peu différent quand on sera en Amérique du Sud où il n'y a pas de visa. Donc peut-être que ce sera un petit peu différent, mais c'est vrai que pour l'instant, on veut vraiment profiter au maximum, de visiter le maximum de choses. Je dis toujours maximum. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Il reste 15 minutes. Ouais. Non, parce que je le vois, il fait des bulles et tout, il bouge de partout, mais... C'était une petite frayeur du flanc qui avait l'air d'exploser dans le four. Alors, on peut reprendre. Donc c'est la Ricci toujours. Est-ce que votre tour du monde est exactement comme vous l'aviez imaginé ou il y a une grosse différence avec la réalité? Pour moi c'est exactement ce que je l'imaginais, en mieux. Ouais, voilà. Ouais, non, est-ce que c'était comme ça que je l'imaginais? Moi je m'étais imaginé que ce serait difficile au début et que ce serait difficile parfois, donc, et c'est le cas, donc non, je dirais pas que c'est complètement différent. Juste que limite, je m'étonne un peu moi-même de finalement maintenant m'y être habituée finalement. Maintenant ça devient une habitude finalement de ne pas avoir vraiment de confort, de ne pas être chez soi, etc. Et je pensais que j'aurais vraiment beaucoup plus de mal à m'y habituer. Alors j'ai eu du mal au début, mais maintenant je m'y suis bien habituée, donc ça m'a plutôt agréablement surprise, on va dire. Alors comment vous êtes accueillis par la population locale? Bien, on n'a jamais eu de... Non. Pour le moment, en tout cas, on a traversé que des pays où on était bien accueillis, à part au Laos. Au Laos, il y en a quelques-uns qui sont un peu footistes. On n'a pas trop accroché avec la population laotienne, qu'on a trouvé pas très... comment on peut appeler ça? Pas très chaleureuse, voilà, pas très accueillante. Après... Sinon, on est accueillis très bien partout. Ouais, partout, voilà, on n'a pas eu de soucis. Miss Ferry, qui nous dit... qu'elle aimerait elle aussi partir voyager, mais que son copain n'a pas les mêmes envies qu'elle. Alors ma question est la suivante, de qui est venue l'idée du tour du monde? Et avez-vous... Oula, j'ai un peu de mal. Et aviez-vous les mêmes envies ou l'un a dû motiver l'autre? Je pense que ça venait de moi. Moi c'est depuis que j'ai commencé à travailler, que j'avais un petit peu d'argent, j'avais pris plaisir à voyager beaucoup. Donc j'avais pas mal voyagé un petit peu, et puis avec Marine je lui ai dit il y a 15 jours j'aimerais faire le tour du monde. Elle m'a dit oh, quoi le tour du monde? Qu'est-ce que tu racontes? Mais comme toi, t'étais aussi pas mal voyage, hein, tu voyageais quand même pas mal avec tes parents. J'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents étant plus jeune. J'ai toujours eu j'ai toujours beaucoup aimé voyager. Après, c'est vrai que j'étais pas pour autant dans une dynamique de plaquer mon travail, de tout quitter et de partir un an entre guillemets en tour du monde.
Moi, j'avais plutôt l'envie de partir m'expatrier, c'est-à-dire de travailler tout en changeant de pays. Donc moi, j'étais vraiment plus, comme je l'ai dit, partir dans un dom-tom en Polynésie française, mais tout en travaillant, où j'étais aussi pas mal branchée humanitaire, j'avais envie de faire une mission humanitaire, voilà. Moi, j'étais encore à fond dans j'ai envie de travailler, mais j'ai envie d'être ailleurs. Donc c'est vrai qu'au tout début, non, j'adhérais pas trop à l'idée de Léo de partir faire un tour du monde. Après, voilà. J'ai planté la petite graine et après ça a poussé. Ouais, et puis ça. finalement, elle a eu la même envie que moi. J'ai pas eu besoin de la motiver en tout cas. Non. Je sais pas, non. franchement, à aucun moment je t'ai dit allez, viens, on y va ou quoi que ce soit. Au bout d'un moment, tu t'es dit ouais, non, ça a l'air pas mal, on va peut-être y aller, ça pourrait être sympathique. C'est ça, c'est vrai qu'après on a continué à faire pas mal de voyages tous les deux. Et alors après aussi, ça fait aussi partie de chaque de chaque parcours personnel de chacun. C'est vrai que je suis arrivée à un moment donné où j'en avais un peu marre de mon travail aussi, faut le dire. Bon, après on va pas rentrer dans les détails, mais le métier d'infirmier c'est quand même pas facile tous les jours. On a des conditions de travail qui se dégradent, il faut quand même le dire. Et du coup, j'ai eu un moment donné où j'ai eu un gros ras-le-bol de mon travail aussi, où j'avais besoin de me poser, de souffler, pour peut-être mieux revenir plus tard. Et voilà, je trouvais que c'était un bon moment aussi pour faire une pause de travail et pour se laisser le temps et peut-être mieux revenir ensuite à mon travail, ou pas, je sais pas. Mais voilà, mais dans tous les cas, j'avais ce besoin de faire un break travail. Donc c'est bien tombé aussi. Et voilà, après, bon, toi, si ton copain n'a pas envie, écoute, soit c'est un peu comme Léo et moi, et peut-être qu'en lui en parlant, en faisant des voyages, à un moment donné, il aura cette envie de te suivre, j'ai envie de te dire. Et sinon, si c'est en effet pas son projet, il y a peut-être moyen de trouver un compromis, c'est-à-dire soit s'expatrier, donc travailler dans un autre pays, soit voyager. Peut-être, je sais qu'il y a des gens parfois qui travaillent beaucoup et qui partent ensuite 2-3 mois en vacances quelque part, ça peut aussi être une solution sans pour autant partir faire le tour du monde. Donc après, bon, ça, tout dépend de ton copain. Voilà. Donc Miss Ferry qui nous demande quel est chacun votre meilleur souvenir pour l'instant de votre tour du monde. Meilleur. Il y en a trop, Meilleur franchement, il y en a souvenir. trop. Il y a trop, on voyage depuis des mois et des souvenirs, il y en a à gogo quoi. J'en sais rien, franchement, il y en a trop. Meilleur souvenir de tour du monde, moi je dirais les temples d'Angkor. Les temples d'Angkor, pour moi ça restera un énorme coup de cœur. Enfin, je m'attendais clairement pas à ça. Tout le monde parlait des temples d'Angkor et que ça va être magnifique, mais je m'attendais pas à ce que ça soit à ce point-là. Donc ça restera mon meilleur souvenir. Et je veux aussi dire quand Claire nous a rejoint, pour moi c'était un très bon moment aussi d'avoir ma copine qui venait me voir à l'autre bout du monde. Donc, ça une amie qui nous a rejoint au Cambodge. Voilà, donc comme vous n'avez pas encore vu, mais ça sera pour bientôt. Mais voilà, donc pour moi je dirais ça. Alors, question de Martine. Est-ce qu'on arrive à respecter le budget que nous avions prévu ? Oui et non. Ouais, oui et non. Oui et non. Alors, oui, on respecte les budgets des pays qu'on a fait. Et non, on respecte pas forcément le budget qu'on avait prévu pour notre tour du monde parce qu'on est passé par la Corée du Sud. Et la Corée du Sud demande un budget un petit peu plus élevé par jour et par personne. Donc on a dépassé un petit peu du budget qu'on avait prévu. Mais sinon, on se tient à peu près à notre budget. Pour l'instant, on est dedans. On est plutôt pas mal, ouais. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui posent des questions sur le budget, combien ça nous coûte par jour, par personne, par pays, en tout, sur une année, sur 12 mois, sur 6 mois, etc. Ouais. C'est vraiment, là, on pourrait faire une vidéo. De la guerre, l'argent, chez les Français, c'est toujours... c'est surtout que la plupart des gens, ils sont jeunes comme nous. Ouais, donc c'est normal de se poser la question de combien ça coûte, etc. Ouais, je pense qu'on fera à un moment une vidéo pour parler que du budget, parce que ça peut faire une vidéo vraiment... entière rien que là-dessus, donc on va peut-être répondre à 2-3 questions, mais ce sera vraiment succinct quoi, parce qu'on pourrait passer des heures et des heures à vous expliquer comment on peut faire un budget, combien ça coûte par jour par personne. Donc voilà, mais on va quand même y répondre un petit peu, mais pour l'instant oui, on respecte notre budget. Alors Martine qui nous demande comment vous organisez-vous pour vos formalités administratives, en particulier pour l'obtention de visa, lorsque le pays notamment ne propose pas de e-visa. Alors, on a fait pas mal de visas à la frontière, on pense notamment au visa laotien, cambodgien. C'était des visas qu'on pouvait faire, et Thaïlande, c'était juste un coup de tampon, et Laos, Cambodge, c'était au passage de la frontière, donc c'était pas compliqué du tout. Enfin, c'est pas compliqué du tout. Il y a un peu d'histoire de bac chiche, etc., mais en soi, c'est simple. Quand on veut payer, qu'on veut pas se prendre la tête, c'est simple. Ouais. C'est à la frontière. Birmanie, on a fait un e-visa avant de partir. Corée du Sud, pareil, c'était un tampon. Mongolie, c'était en Russie. Mongolie, on l'a fait dans le pays d'avant, voilà. Sinon, on fait le visa de Mongolie et le visa du Vietnam, on l'a fait dans notre pays juste avant ce pays-là, à l'ambassade, donc c'était pas compliqué non plus. Et notre visa russe, on l'a fait donc de Paris, parce que c'était notre premier pays. Voilà, comment on fait. Voilà, tout simplement. Enzo, on veut savoir d'où vient tout l'argent. Pareil. On a dit qu'on fera une vidéo là-dessus, on vous dira comment on a gagné au loto, comment on a eu tout cet argent. Alors, Remix, avez-vous une anecdote à raconter en rapport avec une frayeur, avec un insecte ou un animal notamment ?
Une frayeur avec Ah bah si, la souris, comment ça s'appelle, au Rocher d'Or en Birmanie, hein, cette souris là immonde. La grosse araignée dans les toilettes sur une vidéo qu'on a publiée il y a pas longtemps. Au Laos, dans les villages de Mong Noi. Voilà. Ouais, une araignée absolument énormous. Ah, les serpents aussi. En Vietnam, on a quand même vu 3 serpents. Peut-être que c'était dû au fait qu'on était tout le temps avec Enzo. Je pense que tu nous as. Je sais pas. Mais moi, j'ai jamais vu de serpent jusqu'à présent. Donc voilà, on en a vu trop au Vietnam quand même. Ouais, sinon c'est quoi des petites abeilles, des choses comme ça. On fait rien de. Franchement, sinon ça allait. Bon, les puces de lit. Ah, on a eu des puces de lit. C'est pas des frayeurs, mais c'est hyper chiant. Les puces de lit. Au Cambodge. Ouais, à Koh Pong. Alors, on n'a pas eu. Voilà, Claire a eu la chance de ne pas en avoir dans sa chambre, mais nous on peut pas en dire autant, on avait des puces de lit. Je préfère avoir des grosses araignées et des souris que des puces de lit. Ah ouais, c'était absolument ignoble, ça grattait énormément. Voilà. Petite pause flan. Bouge pas, je vais aller voir. Parce que c'est pas tout de parler, mais faut manger quand même ce soir, et un petit flan qui se prépare. C'est un moustique C'est un moustique? Non, il n'y a pas de moustique, c'était juste une raison pour te frapper. Alors, Quanta, bonsoir les amoureux, je voulais savoir, pas trop compliqué au début à faire des montages vu que vous en aviez jamais fait auparavant? Bah si, c'était un petit peu compliqué, le temps de comprendre un petit peu les boutons, etc. C'était surtout chronophage. Pour faire une vidéo, on mettait 4 heures. Là, ça va beaucoup mieux. Et au début, il n'y avait que moi qui montais, et puis maintenant, on est deux, on alterne un petit peu. Et puis finalement, toi, t'as vite pris le coup de main, peut-être à force de me voir. Peut-être, ouais. Je sais pas, et puis maintenant, on a une organisation très précise de comment on fait les vidéos, donc on a gagné pas mal de temps. Et voilà. En fait, ce qui est surtout compliqué, c'est pas tant de monter la vidéo, c'est de trouver du temps pour la monter. Parce qu'on a quand même des journées qui sont bien remplies. Une fois qu'on est rentré le soir à l'hôtel, on ne rentre pas juste à l'hôtel parce qu'on a notre organisation à faire pour le lendemain. Organisation même si on est dans la même ville, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va visiter le lendemain, ou pire quand on doit changer de ville, donc organiser pour le transport, éventuellement chercher un hôtel pour le lendemain, etc. Donc en fait l'organisation ne s'arrête jamais autour du monde et c'est compliqué parce que tu n'as pas vraiment de soirée vraiment off comme tu aurais chez toi. Donc du coup on a du mal à trouver du temps pour monter les vidéos et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un délai, actuellement on a un délai de 2 mois dans la publication des vidéos. Donc du coup ouais c'est surtout ça, c'est pas tant ce qui prend du temps, certes c'est de monter la vidéo et encore que on va maintenant assez vite, mais c'est surtout de trouver du temps pour la monter. Question de Justine Ritt, avez-vous rencontré des problèmes majeurs? Car dans vos vidéos on a toujours l'impression que tout est réglé comme du papier à musique ou presque. Alors. Il y a mon doigt, problème majeur. On va faire une petite vidéo dessus, je pense. On a filmé un petit peu juste pour montrer l'hôpital, etc. Parce que ça c'est notre côté un peu infirmier. Mais sinon, problème majeur. Voilà. En fait, dans nos vidéos, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment de soucis parce que c'est le cas, on touche du bois, mais c'est vrai qu'on est quand même assez. Je sais pas si c'est chanceux ou c'est vrai qu'on est quand même des gens qui sont assez organisés et assez. Voilà, hein, Enzo pourra le dire. Donc c'est vrai que du coup, peut-être que c'est aussi pour ça qu'on a moins de galères ou moins que peut-être que d'autres, je sais pas. Mais en fait, non, c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment eu de gros soucis. Les gros soucis qu'on a eu, c'était en effet le doigt de Léo, c'était ne pas avoir notre visa chinois, mais enfin on allait en Corée derrière, donc c'était pas un gros souci non plus. On nous a embêtés pareil pour prendre notre vol pour la Birmanie parce qu'à l'aéroport ils exigeaient qu'on ait un billet de sortie du territoire birman. Donc on nous a fait un peu chier entre guillemets pour prendre l'avion et finalement en arrivant en Birmanie on nous a rien demandé du tout. Mais non, on n'a pas eu de grosses galères donc c'est pour ça qu'on voit pas de grosses galères dans les vidéos. Mais on n'a pas de soucis. De temps en temps on a la pluie. Voilà nos soucis pour l'instant. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de grosses galères quoi. Mais on touche du bois. Je sais pas si la table est en bois. Après c'est vrai qu'on n'a peut-être pas aussi cette tendance à tout filmer comme pour certains. C'est-à-dire que si par exemple on est un peu dans le speed pour prendre le bus, on va pas se filmer en train de courir prendre notre bus. Enfin voilà, c'est pas trop dans notre délire non plus, mais donc c'est peut-être aussi pour ça. Alors, question de Sur la route des flots, qui sont tour du mondiste également, qui serait curieux de savoir comment on s'organise pour préparer notre voyage. Est-ce qu'on l'avait préparé avant de partir ou est-ce qu'on fait ça au jour le jour? Un peu des deux. Il y a une préparation avant de partir, forcément. Faut savoir un petit peu les pays qu'on souhaite visiter pour avoir une petite logique de parcours, pour savoir un petit peu les visas, etc. Qu'est-ce qu'on a organisé? On avait pris un petit peu les billets d'avion comme vous avez expliqué au début de la vidéo. Ouais, puis on va un petit peu quand même avoir une idée, un petit peu faire gaffe au climat. C'est aussi comme ça qu'on a réussi à choisir et à éliminer certains pays. On n'avait pas envie de se retrouver dans un pays à la période des typhons ou à la période de la mousson. Donc pour ça qu'il y a certains pays qu'on n'a pas fait finalement. Puis avoir aussi une logique de parcours, etc. Donc voilà. Donc après, par contre, si, comme vous, on passe énormément de temps tous les jours pour organiser, comme on l'a dit juste avant, au quotidien, qu'est-ce qu'on va faire le lendemain, qu'est-ce qu'on va faire dans une semaine, et puis prendre le billet d'avion pour le prochain pays qui est dans un mois, enfin voilà.
Donc oui, l'organisation de tour du monde, c'est tout le temps, même si, encore une fois, bien sûr, il y a des choses que tu prévois avant de partir, parce qu'il y a quand même une organisation minimum à avoir avant de partir. Qu'est-ce qu'il y a comme mouche ici? C'est pas C'est possible. des moustiques ou des mouches? Non, c'est des mouches, ni moucherons, ni moustiques. Il y a trop de bêtes dans ce pays. La question de Santogan, quel aura été le pays le plus surprenant jusqu'à maintenant? Moi je dirais la Mongolie. Ouais, la Mongolie. Ouais, la Mongolie, parce que même si tu t'y attends, parce que tout le monde dit que c'est désert, que c'est que la steppe, qu'il n'y a rien à perte de vue, bah tu te prends quand même une sacrée claque quand t'arrives dans le pays, parce que c'est quand même assez hallucinant. T'arrives à Ulaanbaatar, qui est juste une ville mais hyper blindée, hyper polluée, c'est étouffant au possible. Et tu prends une voiture et tu pars, mais même à 15 minutes d'Ulaanbaatar, et là t'arrives, il y a rien. Il y a rien du tout. Il y a rien, et tu pourrais rouler pendant 4 jours, qu'il y aurait toujours rien. Donc c'est quand même assez atypique comme pays, Surprenant, et ouais, c'est hyper surprenent. Qu'ils puissent vivre dans ce pays désertique. Ouais. Et les gens ils sont bien, et la plupart des nomades, mais certains n'ont d'ailleurs jamais vu Ulaanbaatar, la capitale, et ceux qui l'ont vu n'ont aucune envie d'y habiter, quoi. Donc c'est assez surprenant, et voilà, ils n'ont pas grand chose finalement. Ils vivent de la traite de leurs bêtes, de tuer leurs bêtes pour manger. Certains ont très très peu d'électricité, n'ont pas forcément d'eau courante, mais voilà, ils vivent là, ils sont heureux, ils sont bien. Donc c'est assez étonnant comme pays, et c'est aussi pour ça que ça a été notre plus gros coup de cœur. Question de la géozone. Pourquoi n'avoir pas continué le Transsibérien jusqu'à Vladivostok? Parce que Marie n'avait pas envie de devoir se suicider, tout simplement. Ouais, non, mais alors, non, c'est pas la raison principale, mais ça aurait pu l'être. Non, c'est surtout qu'on voulait descendre en Mongolie, donc on voulait s'arrêter donc à Ulan-Ude, qui était la ville au-dessus de la Mongolie, pour pouvoir ensuite descendre vers le sud. Alors que si on était parti jusqu'à Vladivostok, pour aller en Mongolie, c'était plus compliqué. Donc voilà pourquoi on n'est pas allé jusqu'à Vladivostok. Mais quoi qu'il en soit, si on aurait dû aller jusqu'à Vladivostok, je pense que Marine aurait voulu qu'on s'arrête avant. Ciao Léo. Donc voilà. Moi j'aurais bien fait Vladivostok, mais bon. Ce sera pour une autre fois. Parce que Vladivostok, c'est quand même une semaine de Moscou-Vladivostok, c'est une semaine non-stop dans le train. Alors déjà 4 jours, j'ai envie de me tirer une balle, autant te dire qu'une semaine, non, faut ouais. pas. On a bien senti dans la vidéo sur le Transsibérien que t'étais prêt à craquer. C'est ça. Question de Lila Delouche. Est-ce qu'avec le recul des 6 mois sur la route, vous changeriez quelque chose à votre projet? Par exemple, moins d'affaires dans les sacs, rajouter des étapes dans notre itinéraire ou moins d'étapes dans notre itinéraire? Moins d'affaires dans les sacs, je pense pas. Non, je pense qu'on est vraiment on est bien parti comme il fallait. On a même racheté un petit peu des affaires de t-shirts, des chaussettes. Ouais, des chaussettes. Parce qu'il y a des pays où on avait un petit peu froid et on voulait changer de chaussettes un peu régulièrement, et quelques t-shirts parce qu'il était tellement chaud qu'on n'avait pas le temps de laver les affaires et on transpirait trop, c'était trop sale, etc. Mais sinon non, moins d'affaires, non. Moi, si c'était à refaire, j'aurais prévu plus de temps dans certains pays, notamment le Vietnam. Pour moi, un mois dans le Vietnam, c'était trop court. Ouais, beaucoup trop court. C'était un peu frustrant. Voilà, j'aurais rajouté du temps au Vietnam si c'était à refaire. Et peut-être un petit peu plus de temps en Russie aussi, parce qu'on avait prévu que 15 jours. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas pu vraiment s'arrêter au lac Baïkal, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage. Donc, c'est que voilà. Le problème, c'est qu'on partait en été, on voulait arriver en Mongolie avant qu'il fasse trop froid. Ouais. C'est pour ça on est parti un peu vite de la Russie. Mais si c'était à refaire, on serait parti plus tôt peut-être en été. Et on aurait visité un peu plus la Russie. On y retournera. Ouais. On fera jusqu'à Vladivostok. Si c'était à refaire, ouais, peut-être prendre parfois un peu plus le temps. Ah non, pardon. Elle a pas dit non. J'écoutais pas. Vladivostok, non, ça c'est mort par contre. Question de Julia Torjman. Quelle est la plus belle chose que vous ayez appris sur vous au cours de ce tour du monde? Je sais pas. Je vais répondre pour toi, tu vas répondre pour moi. Oula, ça va être La plus belle chose que j'ai appris sur Marine, sa patience. Elle est hyper patiente, surtout avec moi où des fois je suis un peu chiant. Et puis que en fait t'es pu te transformer en princesse, t'es passé en mode aventurier assez rapidement, et ça franchement je pensais pas que t'allais apprendre à être une aventurière aussi vite. Vas-y, fais pareil pour moi. La plus belle chose que j'ai appris sur toi. Ok. Non. Très bien. Il n'y aura pas de réponse à cette question. Attends, je suis en train de réfléchir. La plus belle chose que j'ai appris, c'est des choses que je savais déjà. Que Léo il est hyper adaptable, qu'il a cette facilité à croire que l'être humain est bon, etc. Donc c'est-à-dire, non mais c'est vrai, voilà, à aller vers les gens, à ne pas hésiter à partir du principe que l'être humain est gentil, est bon, et que voilà, c'est vrai que ça je le savais déjà sur toi, donc quelque chose que j'ai appris sur toi, non, enfin j'ai pas l'impression d'avoir appris. Sur moi, je pensais pas être justement aussi adaptable. Moi, c'est ce que j'aurais appris sur moi pour le coup. Je pensais que je serais trop attachée à mon confort et que j'aurais vraiment du mal à passer outre. Et finalement, j'ai l'impression en tout cas que je m'y suis faite assez rapidement. Ouais.
enfin en tout cas que je ne vis pas mal au quotidien, alors que j'aurais pensé que ce serait vraiment beaucoup plus compliqué que ça. Moi j'étais vraiment l'inverse de Léo, je partais du principe qu'il fallait se méfier des gens, que ce n'était pas Bisounoursland. C'est vrai qu'en voyageant tu te rends compte que oui, il y a des belles personnes partout, mais aussi il y a aussi l'inverse, et donc parfois c'est moi qui dis à Léo fais gaffe, là ça sent l'arnaque quand même, parce que Léo il aura un peu tendance à croire que tout le monde est gentil justement. Donc peut-être que il y en a qui arnaquent quand même. Voilà, heureusement que Marine est là pour me... Donc voilà, moi je pars quand même plus du principe que l'humain est bon, contrairement à ce que je pensais avant. Mais voilà, je reste quand même un petit peu méfiante aussi par rapport à ça. Alors, question de Julia, toujours. Quelle est la chose la plus pratique que vous ayez amenée avec vous, ou que vous regrettez au contraire de ne pas avoir pris? Alors, la plus pratique qu'on a amenée avec nous, la powerbank. Les petites batteries portables pour recharger les téléphones portables, ou les petits objets comme la GoPro, choses comme ça. Donc très très pratique, parce qu'en fait on a découvert une super application qui s'appelle Maps.me, qui est un petit GPS gratuit. Et donc on l'utilise souvent, et donc le téléphone se décharge souvent, hein, comme tous les smartphones. Et donc cette powerbank a été le petit objet qu'on n'avait pas prévu avant de partir, qu'on a acheté comme ça à la va-vite à Paris, alors qu'on n'avait même pas prévu de l'acheter. Et ouais, je dirais c'est l'objet le plus pratique. Ouais, et aussi la corde à linge. Alors ça dépend des pays, bien sûr, si t'as de quoi laver ton linge dans les machines pas chères, comme c'est souvent le cas en Asie, bien sûr ça va. Mais par contre on a des pays comme la Russie, la Mongolie ou encore la Birmanie où tu n'as pas de machine à laver, où on était bien content d'avoir une corde à linge. Donc ouais, je dirais que c'est le deuxième objet le plus pratique. Et le couteau suisse. Ouais, aussi. Le couteau suisse, parce que bon, on s'en sert pratiquement tous les jours. La chose qu'on regrette de ne pas avoir prise, non. Bah rien, non, je pense pas, il ne manque pas quelque chose en particulier. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas qu'il nous manque quelque chose, en tout cas d'indispensable, on va dire. Santogan, allez-vous faire une vidéo dégustation de produits locaux, comme l'a fait par exemple notre très cher ami Enzo? On l'a fait déjà plus ou moins les insectes, quand Léo avait mangé des insectes. Il y en a une autre vidéo qui doit sortir sur les insectes aussi. On en a d'autres, et puis d'autres... des dégustations de fruits aussi que nous avons fait au Cambodge, mais ça sera pour plus tard. Bientôt. Alors question de Manon Wonders, qui a plusieurs questions. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on fait un tour du monde? De pas voir sa famille et ses proches, et de devoir faire son sac tous les jours. Ah ouais, ça c'est un peu chiant d'être nomade comme ça, de pas avoir vraiment de point de chute. En effet, de devoir faire ton sac, et puis comme je le disais tout à l'heure aussi, parfois de ne pas avoir tes petites habitudes, ne pas savoir, de devoir toujours chercher, alors on va aller manger où, on va dormir où, on va aller faire ses courses où. Ouais, ça c'est. Voilà, ça c'est. Alors parfois, comme chez toi, quoi, t'aimerais bien te dire, ah bah tiens, j'ai envie d'aller manger ça, je connais le petit resto là-bas qui est sympa, donc on va y aller, quoi. Si on a rencontré des gens pendant notre tour du monde avec qui nous sommes toujours en contact, j'ai envie de dire Enzo, parce que c'est vrai que les autres, on n'a pas un contact. Il y a Michael aussi, qu'on fait un petit coucou, c'est vrai qu'on a oublié d'en parler. Mais... Pardon, Michael. Mais non, mais Michael. Ah oui, c'est pas un blogueur et tout. Voilà, c'est différent. Mais Michael qui est en Birmanie, donc éclate-toi bien, mon pote. Ouais. Donc oui, Michael, qu'on a revu pas mal de fois, parce que on l'a quand même croisé. Première fois à Séoul en Corée, ensuite on l'a revu au Cambodge, à Siem Reap, et ensuite on l'a revu au Vietnam 2-3 fois. Donc bien sûr, oui, Michael. Et Enzo. C'est les seuls avec qui on est resté en contact, parce que les autres on n'a pas vraiment de contact. Pas de contact régulier en tout cas. Voilà. Est-ce que la France nous manque? Bah oui, forcément, de temps en temps. C'est vrai qu'on l'oublie parfois, notamment moi, je suis partie en me disant la France c'est un pays pourri, voilà, on a des mauvaises conditions, notamment dans notre travail, etc. Voilà. Puis quand tu pars, finalement, tu te rends compte que t'es pas forcément si mal loti. On a quand même énormément de chance en France, notamment dans le système de la santé. Quand tu vois les systèmes de santé à l'étranger, t'as juste envie de te tirer les cheveux tellement ça n'a rien à voir avec notre offre de soins à nous, le fait que chez nous, n'importe qui peut être soigné. Voilà, donc quand tu voyages, tu te rends compte que non, tout le monde n'a pas cet accès aux soins comme nous, on l'a chez nous en France. Voilà, et puis tu te rends compte qu'on est quand même un pays riche quand même, et parfois tu traverses des pays qui n'ont pas le quart de ce que nous on a, et tu relativises un petit peu, et tu te rends compte que finalement toi qui critiquais pas mal ton pays, il y a quand même énormément de choses bien en France, il faut quand même, se le dire. Mais moi elle me manque pas, personnellement la France ne me manque pas encore. Non, je dirais pas que ça manque, mais c'est vrai que parfois t'as ce petit côté de te dire voilà, enfin je sais pas, tes habitudes en France, etc. On sait que la France est là si jamais on a le moindre souci ou quoi que ce soit, et ça c'est vraiment un luxe de savoir qu'on est français et qu'on a ce pays qui est là pour nous si on a besoin, parce que c'est vrai que malheureusement ailleurs c'est pas toujours ça, quoi, ouais. C'est sûr. Bon, ça y est, le flanc est cuit, on sera plus dérangé, sauf par les moucherons et les moustiques et les mouches. Ce soir. Alors, on était encore à des questions de Manon Wonders. Oui. Avez-vous des conseils pour les personnes souhaitant également faire un tour du monde? Le meilleur conseil qu'on pourrait donner, c'est de ne pas vouloir tout prévoir. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir, ce qui est normal, prévoir un petit itinéraire, quel pays on a envie de voir, combien de temps on va passer à peu près, parce que ça rassure.
déjà nous, mais ça rassure aussi un peu les proches de savoir un petit peu comment on va s'organiser. Et finalement, bah, c'est bien aussi de se laisser un peu porter, de pas forcément trop prévoir et de se laisser une marge de manœuvre si jamais tu as envie de prévoir plus de temps dans un pays que tu n'avais pas prévu initialement, etc. Et surtout de prévoir du temps dans chaque pays. Hein, ne pas dire ouais, je vais faire ce pays en 15 jours, quoi que ce soit. Essayer toujours de prévoir le maximum qui est possible avec le visa. Parce que une fois qu'on est dans le pays, c'est bien quand même de profiter au maximum. On ne sait pas si on y reviendra et tout. Donc ne pas faire trop en mode ski, ne pas voir le maximum de pays pour finalement voir le moins de choses dans chaque pays. C'est vrai que c'est un peu dommage, enfin, alors après chacun est comme il est, on ne juge pas, mais c'est toujours un peu dommage de voir des gens qui ont un visa cambodgien et qui se contentent de faire juste encore, enfin mine de rien ça existe. Et moi je trouve ça un petit peu dommage, on a passé un mois au Cambodge et limite j'aurais eu envie d'y rester plus longtemps. Parce que j'aurais bien aimé pousser à l'est dans Mondulkiri, Ratanakiri, etc. Donc finalement, moi ça m'interroge, les gens qui se contentent de faire que les temples d'Angkor au Cambodge, alors que c'est un pays qui a énormément de belles choses à offrir. Voilà, donc vraiment se laisser le temps et ne pas juste faire les immanquables et incontournables du pays. Donc ouais, voilà, se laisser du temps et profiter du visa. Parce que c'est pareil, Birmanie, tu peux te contenter de faire Bagan, Lakinlé, Rangoon, Mandalay, mais enfin c'est quand même un petit peu dommage. Pareil, se laisser le temps de vadrouiller dans le pays et vraiment profiter du visa. Je pense que dans n'importe quel pays du monde, tu peux rester un mois, il y a de quoi faire, quoi. Donc passer que 15 jours dans un pays quand t'as un tour du monde, personnellement je trouve ça dommage. Si autre bon conseil, c'est quand même de faire gaffe à tout ce qui est passage chez le médecin, vaccin, etc. Alors ça c'est peut-être notre côté infirmier. Nous personnellement on n'est pas du tout anti-vaccin. Voilà, on voit que ça sauve des vies, on travaille quand même en réanimation. Après chacun fait comme il veut, chacun fait comme il pense, mais nous on part du principe que voilà, c'est quand même important d'aller voir un médecin dans tout ce qui est médecine. D'être à jour en tout cas dans son carnet de vaccination et de voir un vrai médecin du voyage qui va te conseiller. C'est ça. Enfin, de pas négliger la santé parce que franchement c'est ce qu'il y a de plus important et en France on est tellement bien lotis qu'il faudrait pas partir sans en avoir profité au maximum. Donc voir vraiment quelqu'un dont c'est le métier, qui va te conseiller, parce que contrairement à ce qu'on pense, non, les médecins sont pas là juste pour faire de la thune. Nous par exemple, elle nous a conseillé de pas prendre de la Malarone parce que les pays qu'on faisait ne le justifiaient pas. La Malarone c'est pour le paludisme. Ouais, le médicament contre le paludisme. Donc nous on a juste une dose d'urgence si jamais on a 42 fièvres et qu'on peut pas consulter dans les 24 heures un médecin, donc on a cette dose d'urgence au cas où, si on pense l'avoir contracté, etc. Mais on ne prend pas de la Malarone tous les jours en fonction des pays où on est. Donc voilà, donc non, je pense qu'ils sont vraiment là pour être de notre intérêt. C'est important d'aller les voir avant de partir, notamment sur le long cours comme ça, d'avoir un petit peu des conseils aux voyageurs, surtout quand tu n'es pas dans le milieu comme nous, c'est d'autant plus important. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? D'avoir une bonne assurance voyage aussi, c'est important, ne pas partir comme ça en mode il m'arrivera rien parce qu'il ne m'est jamais rien arrivé. On est quand même à l'autre bout du monde, voilà, il faut quand même penser à être couvert si jamais tu as besoin de soins et si tu as besoin d'un rapatriement sanitaire, faut quand même aussi être couvert. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres et donc c'est important d'avoir une bonne assurance voyage. C'était les conseils santé de Marine. Rick de Nîmes. Ouais. On remercie d'ailleurs d'avoir fait un petit article sur nous. On lui fait un coucou. Petit coucou parce qu'il a toujours le petit commentaire sympa après chaque vidéo, donc ça fait plaisir. Alors, combien de touristes avez-vous eu depuis 3 mois? Voilà, ouais. Comme on a répondu à la question combien de fois on était malade, moi je pense que j'en ai eu au moins 2 par pays, donc 2 par mois. Donc faut faire le calcul, ça va vite, donc au moins 12 touristas pour moi. Moi j'en ai eu une vraie, on va dire. Après ça peut arriver d'être contrarié une fois du bidou après un repas, mais j'appelle pas ça une vraie tourista, donc je dirais une pour moi, une vraie. Question de Kalisic, il part lui aussi en tour du monde en septembre prochain. La question du temps de montage se pose. 5-6 heures pour un montage vidéo, est-ce que c'est réaliste? Par vidéo? Ouais, c'est énorme. Le plus gros temps de montage qu'on ait fait, ça devait être 3 heures. Enfin, c'est très très rare qu'on passe 3 heures sur un montage vidéo, et même parfois on a fini en 1 heure. 2 heures, donc ouais. Après forcément au début, oui, par contre on passait plus de temps sur le montage au début, mais donc voilà, c'est largement faisable. Oui, c'est largement faisable. Donc ta maman qui nous demande notre budget pour ces 15 mois. Alors budget pour les 15 mois. Pareil, je pense qu'on fera une petite vidéo sur le budget, mais concrètement, pour vous donner une ordre d'idée, on va dépenser à peu près 35 €, on peut dire ça, entre 30 et 35 € par jour et par personne pendant notre tour du monde. Ça bien sûr c'est une moyenne. C'est une moyenne, il y a des pays beaucoup moins chers et d'autres beaucoup plus chers. Mais on fera une vidéo là-dessus parce qu'on tient pour le coup, on tient vraiment à jour nos comptes précisément, tout ce qu'on dépense au jour le jour, le moindre truc. Sont très bien tenus. Donc nos comptes sont très bien tenus, on faudrait qu'on fasse un petit résumé justement de tout ça que j'ai commencé à faire. Mais je pense qu'on fera une petite vidéo là-dessus, notamment pour la vidéo récapitulative des 6 mois, pour se donner déjà rien que pour nous, pour savoir où on en est. Et puis je pense que c'est parce que la thune, c'est ce qui intéresse pas mal de monde, donc on fera vraiment un truc là-dessus un peu plus poussé. Alors, une question de Ludivine Enjoy, toujours pour le budget. Comment est-ce qu'on le gère? Est-ce qu'on a une enveloppe pour chaque ville ou est-ce qu'on a un budget défini au centime près pour chaque endroit?
Alors autant te dire que nous n'avons pas de budget prévu par ville, on a des budgets qui sont prévus par pays en général. Après, voilà, on n'est pas en mode comme ça. Enfin, on va pas se dire on a dépensé ce qu'on avait prévu, donc on s'arrête de vivre. Non, on part du principe que bah tant pis, on va faire plus attention, mais on va dépasser un petit peu notre budget et qu'on va essayer de réajuster sur le pays d'après ou voilà. Enfin, on va pas non plus s'alarmer parce qu'on a dépassé de 2 € par jour le budget qu'on avait prévu initialement. On a quand même prévu une grosse marge de manœuvre. On s'est dit qu'on allait partir avec 20 000 € pour 15 mois par personne. Et on s'est prévu une marge de manœuvre de 5 000 € qui est quand même pas négligeable. Donc voilà, 5 000 €, c'est évident que si tu dépasses de 2 € par jour ton budget par personne, le ciel va pas te tomber sur la tête. Mais ce qui est important, c'est d'avoir justement cette marge de manœuvre pour pouvoir te retourner si jamais tu as des dépenses que tu n'avais pas prévues ou des pays que tu n'avais pas prévus qui vont augmenter considérablement ton budget. Mais on fera une petite vidéo pour vous en dire davantage. Alors ensuite, nous avons plusieurs questions de Laura qui nous demande au niveau des logements, est-ce qu'on dort tout le temps dans des hôtels ou est-ce qu'on dort parfois chez l'habitant? Généralement on est quand même dans des hôtels, c'est vrai. Auberge de jeunesse. En plus on a la chance d'être à 2, donc c'est vrai que souvent ça nous revient limite moins cher ou en tout cas au même prix de prendre une chambre très simple à 2 que de prendre 2 lits en dortoir. Et en plus on est quand même en couple donc on n'a pas forcément envie de dormir dans un dortoir. Même si j'étais seule j'aurais pas forcément envie non plus de dormir dans un dortoir, mais enfin voilà. Est-ce qu'on dort parfois chez l'habitant? Oui, ça nous arrive de faire du homestay, hein, notamment dans les petits treks dans les villages, notamment au Laos on a fait du homestay. Question de Peg Hervé, qui est une collègue à nous. Enfin qu'on ne connaît pas mais qui est infirmière aussi. Bon, est-ce qu'on a programmé chacun nos trajets ou est-ce que c'est au feeling? Non, là c'est au feeling, on fait au fur et à mesure. On est dans telle ville, on a envie d'aller dans telle ville, on va regarder les moyens de transport pour y aller. Non, ça c'était pas du tout prévu en avance. Ensuite on a une question de Osa Blabla qui nous demande si on aura un conseil de destination pour une petite aventure sac à dos d'une quinzaine de jours pour une grande première, donc premier voyage en backpack. De préférence où les gens parlent anglais. 15 jours, donc c'est peu. Ouais, mais bon, on n'a pas forcément le choix quand on a juste des vacances. C'est vrai. Destination facile, bah moi j'aurais dit la Thaïlande. Ouais, la Thaïlande. La Thaïlande parce que t'as que 15 jours, au moins t'as des vols qui vont directement à Bangkok. Donc déjà tu perds pas des temps dans des escales, parce que si tu vas au Cambodge, tu es obligé de reprendre l'avion, etc. Ils parlent tous anglais, c'est hyper touristique, c'est pas cher, c'est facile, les transports, machin, etc. Donc franchement la Thaïlande en Asie du Sud-Est pour le coup c'est ce qu'il y a de plus facile. Ouais, moi c'était mon premier voyage en mode sac à dos, j'étais avec Léo certes, donc voilà. Sinon moi je pourrais aussi conseiller le Vietnam, on vient d'en partir et je trouve pareil que c'est quand même, voilà, ils sont assez accueillants, tout est aussi facile, tu relis facilement les villes entre elles, ils parlent plutôt bien anglais aussi les Vietnamiens, donc ouais moi je dirais Thaïlande ou Vietnam, enfin c'est le premier pays comme ça qui me vient en tête. Bon bah voilà pour cette vidéo FAQ qui ne fut pas très, comment on peut appeler ça, qui ne fut pas très succincte, hein, mais bon, c'est votre faute aussi, hein, fallait pas poser autant de questions. Ouais, donc on espère qu'on a répondu convenablement à vos questions. Peut-être qu'on en refera une autre dans 3-4 mois, je sais pas, après l'Amérique du Sud, on verra bien. En tout cas, c'était marrant de répondre à vos questions, c'est vrai que c'était un peu une première pour nous, puis c'est marrant aussi... nous aussi, hein, quand on préparait notre voyage et qu'on regardait des grands youtubeurs faire leurs vidéos, etc., on avait envie de leur poser plein de questions et c'est vrai que c'est cool aussi d'avoir des réponses aussi et donc on pense que ça pourra en aider certains pour organiser leur voyage ou puis ça crée une interaction aussi avec les gens qui nous regardent tous les jours et qui nous laissent des petits commentaires, voilà, ça permet d'avoir un retour aussi pour vous, donc c'est plutôt cool quoi. En tout cas, on est content que vous continuez à nous suivre et qu'il y a toujours de plus en plus d'abonnés parce que là, le temps qu'on fasse la vidéo FAQ, on a encore gagné 500 abonnés, donc on a 1500 abonnés, donc on est hyper content. Ouais, c'est cool. Franchement, ça nous motive un max à faire nos vidéos. Alors, je sais pas si ça me motive au point qu'on arrive à rattraper le retard de 2 mois qu'on a sur nos vidéos. Ouais. C'est un peu dommage, hein. On aurait bien voulu, dès qu'on vit l'instant, de vous mettre la vidéo, comme fait par exemple Enzo, encore notre pote, qui lui est vraiment rigoureux là-dessus. Nous on a un peu du mal parce qu'on veut à tout prix profiter au maximum. C'est vrai que quand t'as que entre guillemets un mois dans un pays, tu peux pas te permettre de rester 2-3 jours à monter des vidéos sans visiter. Enfin nous on a un petit peu de mal et puis en plus on est un peu hyperactif. Donc voilà. Donc du coup ouais, c'est aussi pour ça qu'on a un petit peu de retard dans les vidéos. Mais encore une fois on sera en mode slow travel à rester parfois plusieurs jours ou semaines dans un même endroit. C'est sûr qu'on aurait plus le temps de monter nos vidéos que là maintenant. On va conclure là-dessus. On va vite aller bouffer le flan. Il fait faim et puis là il commence à avoir pas mal de moustiques donc on va vite se rentrer à l'intérieur de la maison. Donc on vous fait tous un coucou. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner, hein, comme disent tous les youtubeurs, le pouce bleu, je sais pas quoi, machin, etc. Voilà, pour vous abonner, faire vivre la chaîne et qu'on continue de partager tout ça ensemble. Ah, ciao.